Ces droits doivent être pour les Japonais, pas pour les étrangers. Et je me demande, mais quel avantage les étrangers ont-ils par rapport aux Japonais? Un lieu sacré des arts martiaux. Comment vont-ils donner de la place à un groupe de musique bruyante étranger? Il a été consacré aux criminels de guerre de classe A, comme par exemple le premier ministre Toyo, qui était comme le Hitler du Japon. Beaucoup de gens le comparent au drapeau nazi. Beaucoup de gens se demandent quel est le centre de Tokyo. La plupart des gens imaginent le carrefour de Shibuya ou Shinjuku, Ginza. Mais non, en réalité, ce que l'on pourrait appeler le centre de Tokyo, c'est ici, là où se trouve la gare de Tokyo. On se dit, si c'est le centre, la gare de Tokyo, alors autour ça doit être top pour faire plein de choses. La réalité c'est que non. Ceci est le district de Chiyoda, et Chiyoda est le district le plus ennuyeux de tout Tokyo en gros. Mais on va toujours essayer de trouver le côté intéressant, au moins. Maintenant, la gare de Tokyo par contre, elle est immense. C'est la plus grande de toutes, et franchement, à l'intérieur de cette gare, il est très facile de se perdre. Il y a un centre commercial souterrain, tout est immense. En profitant du fait que nous avons le drapeau du Japon, je vais vous raconter une curiosité. Savez-vous que le Japon a... Si ce n'est pas le meilleur drapeau, c'est l'un des drapeaux les mieux conçus au monde. Pourquoi je dis ça? Pour 3 raisons. Premièrement, la simplicité. Minimaliste, c'est simplement blanc avec un cercle rouge. Un enfant de 4 ans peut le reproduire. Les enfants à l'école peuvent identifier et reproduire le drapeau très facilement. L'autre, c'est l'identité. Aucun drapeau ne ressemble à celui du Japon, alors que beaucoup de pays ont 3 bandes de couleurs. Attends, j'ai parlé des drapeaux les mieux conçus, pas du plus beau, car je sais déjà que certains diront dans les commentaires « Non, le plus beau, c'est celui de mon pays. Non. » Je parle bien du design. Voici ce qui s'en rapproche le plus. Ce serait peut-être celle de la Corée, non? Qui a aussi un cercle au milieu, mais celle-là est beaucoup plus complexe. Celle-là, personne qui regarde cette vidéo, s'il n'est pas coréen, ne saura dessiner le drapeau coréen sans l'avoir vu avant. Et puis bon, il y a plein de beaux drapeaux, mais parfois ils ont des armoiries qui sont super complexes et c'est difficile à identifier. Il y a trop de drapeaux à retenir par cœur. Et la troisième, c'est le symbolisme. C'est super simple. Le drapeau s'appelle Hinomaru, et Hinomaru est un mot très utilisé dans les produits patriotiques, pour ainsi dire, parce que Hinomaru signifie cercle du soleil, tout simplement. C'est un drapeau blanc qui représente le ciel et le cercle rouge qui représente le soleil. Étant donné que le Japon est considéré comme le pays du soleil levant, le pays où le soleil se lève. Curieusement, la Nouvelle-Zélande voit le jour 1 heure plus tôt, mais malheureusement, personne ne fait attention aux Néo-Zélandais. Beaucoup pensent que le nouvel an commence au Japon, mais c'est en fait en Nouvelle-Zélande. Mais bon, au-delà de ça, il y a le symbolisme qui est très bien représenté d'une manière très simple et très facile à reproduire et à identifier. Eh bien, Chiyoda serait le centre politique et financier de Tokyo. Beaucoup de gens confondent Shinjuku avec la capitale de Tokyo, mais ils se trompent parce qu'en réalité, ce qu'il y a là-bas, c'est le centre administratif métropolitain de Tokyo. Mais il n'y a pas de capitale de Tokyo, c'est Tokyo qui est la capitale en soi. Mais si une ville ou si un district devait être considéré comme le représentant de la capitale de Tokyo, ce serait Chiyoda, à cause des lieux que nous allons visiter. À 10 minutes de la gare de Tokyo se trouve l'entrée du palais impérial. Si quelqu'un veut venir visiter, ne vous embêtez pas, parce qu'il n'y a rien ici, il n'y a absolument rien. C'est ici que se trouve la résidence impériale où vit l'empereur, donc la visite n'est pas possible. En fait, il y a 2 fois par an où l'on peut visiter, où l'on peut passer cette porte et voir l'empereur et sa famille saluer derrière une vitre. C'est le 2 janvier pour le nouvel an et le 23 février pour l'anniversaire de l'empereur. Quand l'empereur change, le jour de son anniversaire, au lieu de le célébrer, il doit le consacrer à saluer le peuple. En parlant de l'empereur, par exemple, c'est une figure extrêmement, mais vraiment très respectée. Donc, de ce côté-là, il y a beaucoup de gens qui se demandent si l'empereur est respecté ou non, mais ici, il est vraiment énormément respecté.
Parce qu'autrefois, l'empereur était comme un dieu vivant, car il était le descendant des dieux du shintoïsme qui ont créé le pays. Ainsi, autrefois, c'était une figure très sacrée. Après la Seconde Guerre mondiale, l'empereur a dû déclarer qu'il n'était pas un dieu vivant, mais le respect envers lui est resté, parce qu'il est considéré comme un symbole de l'identité du pays, car il y a beaucoup de mythologie derrière ce qu'est simplement la figure d'un monarque important. Ce qui est curieux aussi, c'est que le Japon possède la dynastie impériale la plus ancienne, car elle a 2500 ans, plus de 2500 ans de dynastie ininterrompue. La connexion sanguine de l'empereur n'a jamais été perdue d'empereur en empereur. Mais ce qui est curieux, c'est que l'empereur du Japon est le seul empereur au monde à être officiellement reconnu comme empereur. Parce que les autres empereurs ont soit cessé d'exister, soit ne sont pas reconnus, n'est-ce pas ? Actuellement, Chiyoda fait environ 11 km², dont la moitié, ou au moins plus de 30%, doit être occupée par le palais impérial. Et c'est le quartier où il y a le moins de population, c'est-à-dire qu'environ 66 000 personnes vivent dans tout l'arrondissement, ce qui est peu. Là où je vis, ce n'est qu'un secteur d'un arrondissement avec environ 80 000 habitants, donc il y a plus de monde. En gros, ici, il n'y a que des bureaux. Nous avons le palais impérial, nous avons plein d'immeubles de bureaux juste à côté, encore plein d'autres immeubles de bureaux et encore plus de bureaux. Et parfois, il y a des gens qui sortent courir. Derrière moi se trouve la Diète, ou Parlement, au sud du palais impérial, où sont prises toutes les décisions majeures du pays. Le Parlement est divisé entre la Chambre haute, qui compte environ 200 membres, et la Chambre basse, qui en compte environ 600. La chambre basse est-elle plus importante que la haute, même si elle compte moins de membres? Les Japonais, en général, ne s'intéressent pas beaucoup à la politique et à tout ça. Mais cette année, il y a eu un mouvement assez curieux autour d'un parti appelé Sanseito, qui serait un parti d'extrême droite. Non. Cette année, le terme Japanese First est devenu très célèbre parce qu'on disait qu'il fallait un parti populaire dans lequel les Japonais puissent s'identifier comme si les étrangers recevaient des avantages qui étaient retirés aux Japonais. En fait, la réalité, c'est que ça m'a beaucoup fait rire, parce que dernièrement, on voyait des Japonais dans des manifestations dire que ces droits devaient être pour les Japonais, pas pour les étrangers. Et je me demande, mais quel avantage les étrangers ont-ils par rapport aux Japonais? Parce que bien sûr, voyons, un étranger, s'il obtient une allocation chômage où on le paie à ne rien faire, disons, s'il l'a, il l'a, tout comme n'importe quel autre citoyen japonais. Il paie les impôts. C'est aussi simple que ça. En cherchant et cherchant encore, le seul avantage que j'ai pu trouver que les étrangers ont et que les Japonais n'ont pas, c'est celui des bourses universitaires, où les gens peuvent postuler à une bourse et venir étudier. Et en plus, on te paie un peu pour ta subsistance, afin que tu puisses avoir du temps pour tes études. Mais on ne va pas non plus te donner assez d'argent pour faire la fête tous les jours. Ce n'est pas un salaire entier, tu dois toujours travailler. Mais les progrès, l'évolution de ce Sanseito ont été très importants, parce que le Sanseito, à la chambre haute, il n'avait qu'un seul représentant, c'est-à-dire il n'avait qu'un seul membre. Dans toute la Diète, et à la chambre basse aussi, il n'avait qu'un seul membre, donc 2 au total. Et en 2025, entre les élections, où les gens votent pour les membres du Parlement, ils sont passés à un total de 16 ou 17 membres. Passer de 2 à 17, c'est énorme. Même si, bon, il faut dire que le Parlement compte au total environ 700 ou 800 membres. Mais pour un parti aussi petit, il a beaucoup grandi en peu de temps. Il faut comprendre que certains disent que les Japonais sont racistes ou xénophobes et n'aiment pas les étrangers. Mais la réalité, et c'est quelque chose que les Japonais ne peuvent pas dire, c'est qu'en fait, quand on parle d'étrangers et de mesures envers les étrangers, c'est surtout axé sur les citoyens chinois. Parce qu'ici, la majorité de l'immigration au Japon vient de Chine. Évidemment, ils ne peuvent pas dire « prenons des mesures contre les Chinois ».
Mais la réalité, c'est que le Sanseito cherche aussi à ce qu'il n'y ait pas de membres étrangers au Parlement, pour ne pas dire chinois. Parce que se passe-t-il? Le Japon a un problème de population, non? D'ici 50 ans, si l'immigration s'ouvre, la majorité de ceux qui viendront seront des Chinois. Et donc, que se passe-t-il si dans 50 ans, la moitié du Parlement est composée de Chinois? Eh bien, et c'est quelque chose qui inquiète, non? Mais voyons, au Parlement, il y a environ 10 partis politiques, dont 40% appartiennent au Parti libéral-démocrate. Donc, ce n'est pas que le Japon soit déjà en train de devenir un pays anti-immigrant, super xénophobe, tout ça. Certains partis essaient de se prémunir, mais regardez, il y a aussi ici le Parti communiste, même s'il est considéré comme l'un des petits partis. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles Chiyoda serait le quartier le plus ennuyeux de Tokyo. C'est justement le quartier où il y a le moins de divertissement. C'est-à-dire que pour faire du tourisme, se promener, tout ce qui est loisir manque dans le quartier de Chiyoda. Parce que justement, cela a été fait de manière très intentionnelle. On ne voulait pas qu'il y ait des troubles autour du palais impérial où vit la famille impériale. Et ils ont installé tous les bureaux, la zone administrative, tout ce qui concerne le gouvernement, tout est autour de Chiyoda. Et comme il n'y a pas d'espace pour les loisirs, cela fait qu'il n'y a pas de rassemblement de personnes. En plus, d'ici, il y a un parc qui a un amphithéâtre. Le week-end dernier, je suis allé voir le groupe Bradio là-bas, qui n'est pas non plus énorme. Ah, et il y avait un autre endroit par là-bas. D'ailleurs, aujourd'hui, on enregistre à vélo, parce que faire tout le tour du palais impérial à pied, c'est une torture. Et il y a des lignes de métro, tout ça. Mais ce serait tout le temps monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Alors, mais regardez, ici il y a une des entrées de la zone du palais. Mais c'est très drôle, parce que tu marches beaucoup pour trouver une entrée qui t'amène à la sortie, une entrée qui mène à la sortie. Et les gens, sûrement les touristes viennent et voient ce grand portail et se disent « Oh, voyons, ce sera sûrement l'entrée du palais impérial ». Non, le palais impérial ne se visite pas. Toutes les entrées mènent à la sortie. Ici, par exemple, il y a les célèbres jardins de l'Est du palais impérial, dans lesquels nous n'allons pas entrer, parce que c'est vraiment un endroit très vaste, avec beaucoup à marcher et peu à apprécier. Je recommande cet endroit en dernier car il est gratuit, mais il n'est pas toujours ouvert et il y a des jours de fermeture. Il faut donc vérifier avant de venir. Cela ne vaut pas le coup, et c'est la chose la plus proche d'une visite du palais impérial qu'on puisse avoir. Mais honnêtement, c'est très ennuyeux. Et ici, nous avons le Nippon Budokan, qui est un stade d'événements très célèbre, qui a été à l'origine construit comme un stade pour les combats d'arts martiaux, des tournois d'arts martiaux. Mais aujourd'hui, des groupes y jouent. Mais ce qui est curieux, c'est que l'endroit était respecté comme un lieu sacré des arts martiaux. Surtout non seulement à cause de l'architecture du lieu, mais aussi à cause du symbolisme d'être juste à côté du palais impérial. Et par conséquent, il était réservé uniquement aux arts martiaux. Mais en 1966, pour la première fois dans l'histoire du Nippon Budokan, un groupe de rock est venu jouer. Quel était ce groupe? Les Beatles. Ce qui a été toute une controverse, tout un scandale à l'époque. Parce que, bien sûr, un lieu sacré des arts martiaux, à côté du palais impérial, comment vont-ils laisser de la place à un groupe étranger de musique bruyante? Le truc, c'est qu'ils y sont arrivés. Au final, ils l'ont fait. Et à partir de là, l'endroit a commencé à se populariser pour accueillir des événements de tout type. Musique, rock, n'importe quoi. Mais les Beatles ont été les premiers à jouer dans cet endroit et à cause de tout ce qui s'est passé, le groupe a reçu de nombreuses menaces de toutes sortes. Par conséquent, toute cette zone était entourée de policiers et de surveillance pour protéger l'intégrité des Beatles. Parce que ce qu'on ne voulait surtout pas, c'était que le groupe le plus célèbre du monde, à ce moment-là, que ses membres soient blessés. C'était la dernière chose qu'on voulait. Mais bon, je suis venu plusieurs fois. Je suis venu voir le groupe Lunacy, qui est japonais. Je suis venu voir Judas Priest. Je crois que je ne suis venu que ces 2 fois-là. Et en face du Budokan, nous avons le Yasukuni Jinja, le sanctuaire Yasukuni, qui est un sanctuaire fondé spécifiquement pour commémorer tous ceux qui ont servi le pays, dans le cadre de conflits armés, depuis la restauration Meiji qui a eu lieu à partir de 1868.
ce qui entraîne une grande controverse. Le fait est que dans ce sanctuaire, on commémore même. On a consacré ce lieu aux criminels de guerre de classe A de la Seconde Guerre mondiale. Classe A signifie qu'ils étaient les plus grands criminels de guerre du Japon, comme par exemple le premier ministre Toyo, qui était en quelque sorte, entre guillemets, le Hitler du Japon. Le fait est qu'il ne s'agit pas d'un cimetière, ni que les cendres ou les restes d'aucun soldat ne s'y trouvent, mais plutôt d'un sanctuaire qui, voyons, dans de précédentes vidéos, j'ai mentionné que dans le bouddhisme, les funérailles sont pratiquées et les cimetières gérés par des temples bouddhistes. Cela n'a rien à voir. Et c'est l'un des rares cas où dans un sanctuaire shintoïste, il y a un lien avec la mort. Disons que dans ce cas, il s'agit des morts au combat. Regardez, là-bas, il y a un marin. Ce sanctuaire ne possède à l'intérieur du sanctuaire principal qu'un objet appelé Reijibo. Ce serait comme un registre sur lequel on inscrit le nom de chaque soldat ou personne ayant servi le pays et étant mort en essayant. Par exemple, il n'y a pas seulement des soldats, mais il peut aussi y avoir des infirmières de guerre, des personnes qui travaillaient au transport de charges, tous ceux qui étaient liés au service du pays pendant un conflit armé. Tous sont consacrés dans le Reijibo où leurs noms sont inscrits. Il y a 2,5 millions de personnes inscrites dans le Reijibo. Ça doit être un livre assez grand, ou plusieurs. Lorsque la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, les criminels de guerre de classe A n'ont pas été consacrés. Cela n'est arrivé qu'en 1978 pour un ensemble de raisons. L'une d'elles était l'égalité dans la mort. Le sanctuaire ne dit pas si quelqu'un a été bon, mauvais, s'il a été utile ou non pendant la guerre. Simplement, s'il est mort en servant le pays, il gagne déjà le droit d'être consacré ici. Une autre est que le sanctuaire remplit une fonction religieuse, non politique. Une autre encore est qu'on ne glorifie pas le défunt, on commémore simplement l'esprit de toutes les personnes qui ont servi le pays. Une autre question est celle de la souveraineté nationale, du fait qu'on considère cela comme une ingérence. La critique internationale, puisque le citoyen japonais a le droit de commémorer les morts, peu importe ce qu'ils ont fait. Enfin, il reste la revendication des familles, car, bien sûr, les criminels de guerre de classe A avaient famille, enfants ou épouses qui ont aussi exigé qu'ils soient consacrés, parce qu'ils avaient déjà payé pour ce qu'ils avaient fait et qu'ils avaient déjà le droit d'être commémorés par leur famille au même endroit, parce qu'ils ont servi le pays, tout comme les autres. Eh bien, le fait est qu'en 78, c'est à ce moment-là que les noms des criminels de guerre ont été ajoutés. Cela s'est fait en secret. En plus, même l'empereur n'était pas au courant. L'année suivante, la presse le découvre parce qu'elle a divulgué l'information que ces personnes avaient été ajoutées. Ce fut un scandale national et international, d'où ils ont sorti toutes les justifications qui avaient déjà été analysées avant de vraiment le faire. Mais on voulait garder cela secret, justement parce qu'on savait que cela allait être très critiqué. Mais bon, malgré cela, depuis cette année-là, l'empereur a cessé de visiter ce sanctuaire pour ne pas montrer son approbation. Qu'il a essentiellement fait ce qui était politiquement correct. En gros, c'était des personnes que l'empereur avait connues personnellement, parce que les plus grands criminels, évidemment, avaient un contact direct avec l'empereur. Ici, à côté du terrain du sanctuaire, se trouve le musée Yushukan. Pour ceux qui aiment les histoires de guerre et tout ça, c'est très intéressant. Franchement, je le recommande vivement, parce qu'il y a quelques chars de guerre de l'époque, quelques petits avions. La première partie peut être visitée gratuitement. On peut la voir, alors on va jeter un coup d'œil rapide, parce qu'en plus ça va bientôt fermer. Le train, l'avion, les canons là-bas. Maintenant, regardez, c'est intéressant. Le Japon a 2 drapeaux. Il y a le drapeau national, le Hinomaru, et il y a le drapeau du soleil levant. Le fait est que ce drapeau, enfin, les deux, ce design que nous connaissons est utilisé depuis environ 1870, même si le concept de Hinomaru existe depuis l'an 701. Aujourd'hui, l'utilisation de ce drapeau est assez critiquée parce qu'il représente ce qu'était le Japon impérial, le Japon colonisateur, le Japon envahisseur. Mais bon, la réalité est qu'aujourd'hui, c'est le symbole de la marine navale, même si à l'origine, il représentait le Japon en guerre.
Cela représente un peu l'armée, non? Par conséquent, son utilisation est très critiquée. Mais beaucoup de gens la comparent au drapeau nazi, ce qui est incorrect. Parce que ce drapeau existe depuis bien avant la Seconde Guerre mondiale? Non, mais c'est plus ou moins ça, plus ou moins. Mais en fait, parfois, l'utilisation du drapeau du soleil levant est perçue comme quelque chose d'un peu agressif. Par exemple, les Bozozokus, l'équivalent des gangs de motards. Il est très courant qu'ils aient un casque avec le drapeau du soleil levant ou des décorations, beaucoup avec ce motif du drapeau japonais. Nous n'allons pas donner d'opinion, mais bon, c'est un peu confus, un peu étrange ce sujet, non ? Et ici, nous sommes dans un magasin d'articles militaires qui n'est pas la même zone où nous filmons, mais plutôt tout au bout de l'endroit où nous sommes dans cette vidéo. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ici les armes sont illégales, tout cela c'est de l'airsoft. Ah, regardez, comme ils sont beaux ces casques, ils sont de la Première Guerre mondiale. Waouh, qu'est-ce que c'est lourd. Très bien. Eh bien, le truc, c'est que ceci est un magasin. Il fait chaud. On mérite une pause glace, même à la machine. Ces glaces sont bonnes. Non, ce parfum cheesecake est très bon. J'adore. Maintenant, si on s'éloigne un peu du palais impérial, il commence déjà à y avoir un peu plus d'activité commerciale, en plus des bureaux et tout ça. Et il y a une zone qui appartient au district de Chiyoda, même si elle est un peu à l'écart, éloignée. Mais bon, ça sert de piège. Comme c'est le même district, nous allons le visiter. Mais ici, la nuit, c'est la mort. Vous ignorez ce que c'est de traverser cette zone la nuit. On dirait que c'est une zone de zombies parce qu'il ne passe absolument personne ni rien. Ce sont des rues ultra mortes. La première zone commerciale que nous avons à Chiyoda, près du palais impérial, serait le quartier de Jimbocho, qui est célèbre pour être une rue remplie de librairies, des vieilles librairies. Moi, honnêtement, non. Mais une fois, je crois que c'était ça. Là-bas, il y avait un peu de ce qu'étaient des tableaux d'art assez sympas. Ils étaient bien. Mais bon, tu vois, je ne suis pas un amateur de littérature et je ne sais pas bien lire le japonais. Donc, pourquoi viendrais-je dans un quartier comme celui-ci? Non. Comme le prochain quartier, Oshanomizu, le quartier des instruments de musique. Mais en gros, à environ 5 pâtés de maisons de Jinbosho, tu as ces rues qui font 2 ou 3 pâtés de maison, pas plus que ça. Mais tout est concentré sur les instruments de musique de tout type. Évidemment, ce qu'il y a le plus, ce sont les guitares, non? Mais il y a un peu de tout. Et celui-ci m'a attiré l'attention parce qu'ils ont des photos. Ah, regardez, ils ont des modèles de guitares de célèbres musiciens. Bien sûr, bon, la photo n'est pas à côté du modèle de guitare, mais il est écrit, ce sont des modèles qu'ils ont ou qu'ils cherchent à acheter pour le magasin, pour vendre. Le groupe Scandale, ce groupe me plaît beaucoup. Bon, j'aimais les premiers albums, pas plus, mais il y a des photos de beaucoup de grands artistes. Mais justement, ici je n'ai absolument rien à faire, parce que je ne joue même pas du tambourin. Et là, en étant dans le quartier des instruments de musique, il y a ça que j'adore, ce sont les voies ferrées qui font de grandes séparations, non des ambiances. Parce qu'ici, de ce côté, Akihabara appartient au district de Chiyoda. Vous voyez sur la carte Chiyoda, et c'est tout un beau cercle autour du palais impérial, ainsi qu'une petite extension qui inclut Akihabara, où nous sommes maintenant, le quartier Otaku, qui n'a rien à voir avec tout le reste que nous avons vu. Cela a retenu mon attention car ici, mon ami Danny m'a parlé d'un lieu nommé Torakon. C'est ce qu'on appelle un Kekkon Sudanjo. Qu'est-ce qu'un Kekkon Sudanjo? C'est un... Officiellement, c'est comme... Appelons ça un bureau dans lequel on paie pour un service qui inclut un peu de conseils et beaucoup d'autres choses. Mais le truc, c'est que là-bas, c'est l'endroit pour chercher un partenaire, enfin, avec l'objectif de se marier, non? Parce que justement, Kekkon signifie mariage, Sudanjo serait comme assistance, conseil matrimonial. Mais c'est très fou, parce que comme c'est celui d'Akihabara, c'est pour pouvoir matcher avec quelqu'un d'un peu geek, non? C'est très fou, c'est la première fois que je vois ça, ça me fait beaucoup rire, mais ça a beaucoup de sens qu'il y ait un Kekkon Sudanjo qui soit exclusif pour les geeks. C'est bien.
Mais bon, regardez, là-bas il y a les maids, les filles. Voyons si nous pouvons en trouver une aujourd'hui. J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos sur Akihabara. On ne va pas faire le tour des magasins de trucs, on va voir si on peut montrer quelque chose de différent cette fois. Bon, on est entré dans l'endroit et on ne peut filmer que nous-mêmes. Et en gros, je leur ai aussi posé des questions sur les différences avec le Maid Café. Vous savez déjà ce que c'est. Le Concaf, c'est en gros un bar qui ouvre dès l'après-midi et où on peut discuter avec les filles. Le Maid Café n'est pas fait pour les conversations, mais pour les discussions informelles. Et ensuite, il y a les Girls Bar. La différence avec les Girls Bar, c'est que normalement, c'est une ambiance un peu plus nocturne. Les prix varient déjà car ce service inclut davantage de flirt avec les filles. Et dans les Girls Bar, parfois elles ne portent pas de déguisement, même s'il y a aussi des Girls Bar où elles portent des déguisements qui ressemblent à des maids, non? Et cet endroit a un style très Disney, comme La Belle et la Bête. C'est le concept du lieu. C'est pour ça qu'on dit Concafé, ça vient de concept café, et voilà. Voilà. Mais on ne va pas rester beaucoup plus longtemps, parce que c'est un peu cher ici. C'est 3000 yens pour 45 minutes de boisson à volonté, mais ça n'inclut pas la bière. Je bois un cassis orange, il y a à peine d'alcool. J'invite Dani, à nous deux, ça fait déjà 6000 yens. Et en plus, ici c'est normal d'offrir des verres aux filles. Et les filles n'arrêtent pas de commander des verres. Elles boivent sans cesse et réclament toujours un autre verre qui coûte 1500 yens à offrir aux filles. Donc, il y a 2 filles, on en invite 2. L'addition atteint déjà 9000 yens, soit environ 60 $, pour seulement 2 verres et quelques mots échangés. Elles viennent de prendre un verre, on a déjà fini, et elles en proposent encore un. J'ai dit, non, on a presque fini, ça suffit, vraiment, c'est tout. Mais bon, les filles sont super, super gentilles, super sympas, mais elles ne parlent généralement pas anglais. Est-ce qu'elles parlent anglais? Non, je ne parle pas anglais. D'accord, ça va, ça va. Des filles sur l'avenue d'Akihabara. Nous avons demandé, aucune n'a accepté que nous filmions sur place et tout ça. Et à l'une d'elles, nous avons demandé si au moins nous pouvions nous filmer nous-mêmes. Oui, peut-être, on va demander aux responsables. Ils nous ont amenés ici. Regardez comme il est difficile de trouver un endroit. C'est-à-dire, tu vois ça ici, et donc, dans celui-là, dans le 8, tu te rends compte qu'il y a bien des filles. Mais celui où ils nous ont emmenés, c'est le 7e étage, qui est le concept café de La Belle et la Bête. Bon, les gars, je suis déjà très fatigué, on se voit la prochaine fois. C'était vraiment bien. Un salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et à ce connard de voisin.